Madame, Monsieur, bonsoir. Plus de gaz russe vers l'Europe via l'Ukraine. En plein hiver et plus précisément dès le 1er janvier, le président ukrainien l'a annoncé, suspension des exportations gazières via les gazoducs datant de l'époque soviétique, mettant ainsi fin à plusieurs décennies de domination de Moscou sur les marchés énergétiques européens. Selon les organisations, et là les chiffres diffèrent, en tout cas entre 15% et un tiers du gaz russe est vendu à l'Europe et qui est vendu à l'Europe passe par cette voie. L'impact se fera particulièrement sentir en Hongrie et en Slovaquie, pour lesquels la route de transit ukrainienne couvrait 65% de la demande de gaz en 2023. Il n'y a pas de risque immédiat en revanche, ou de risque de crise ou de pénurie énergétique en Europe. Et l'Union européenne ne s'attend pas à un impact immédiat sur les prix à la consommation. Mais l'Europe semble plus vulnérable à la volatilité des marchés. D'ailleurs, au lendemain de la décision ukrainienne, les contrats à terme sur le gaz naturel européen ont atteint leur plus haut niveau depuis octobre 2023. J'accueille pour le débat ce soir en plateau d'abord le directeur général de South Petroleum Company, Larbi Ouassrine. Bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir et merci pour votre invitation. Merhaba. Se joint à nous depuis Paris l'expert et chercheur associé au Policy Center for the New South, Francis Perrin. Bonsoir et bienvenue à vous également. Bonsoir et je profite de cette occasion pour présenter tous mes vœux à Média et à tous vos téléspectateurs. Merci beaucoup, professeur Perrin, et nos meilleurs vœux à vous également. Donc, cette année commence sous des auspices assez compliqués pour le marché gazier en Europe. L'Ukraine qui met fin à la fourniture de gaz russe à l'Europe. Pourquoi maintenant? Pourquoi à la veille du 3e anniversaire de la guerre russo-ukrainienne? Professeur Perrin. Alors, le Gazprom, donc le géant russe du gaz, a au fil des décennies construit 5 gazoducs lui permettant d'approvisionner en gaz russe l'Union européenne. L'un, c'est Russie, Ukraine, Union européenne. Un second, c'est Russie, Biélorussie, Union européenne. 2 autres passent par la Baltique, Nord Stream 1, Nord Stream 2, Russie, mer Baltique, Allemagne. Et le dernier, le Turk Stream, Russie, mer Noire, Turquie, Union européenne. Tout ceci, évidemment, a été mis en cause, a été bouleversé par la guerre en Ukraine qui a commencé, vous l'avez rappelé, fin février 2022. L'Union européenne a décidé de se passer complètement du gaz russe dans un délai de 5 ans, donc ici à horizon 2027. Et la Russie, dès 2022, a essayé d'utiliser l'arme du gaz contre l'Union européenne en serrant le robinet de certains gazoducs. Par ailleurs, le gaz russe qui passe par l'Ukraine, pour faire cela, il faut un accord de transit. C'est-à-dire que l'Ukraine et la Russie doivent se mettre d'accord pour dire pendant tant d'années, tel volume de gaz russe passera par le territoire ukrainien pour aller vers l'Union européenne. Et l'accord de transit, qui avait été prolongé à partir de la fin 2019, expirait le 31 décembre 2024. Il avait été prolongé pour 5 ans. S'il n'y avait pas eu la guerre en Ukraine, le transit aurait été à nouveau prolongé. Mais la guerre en Ukraine a tout changé, a tout bouleversé, et les autorités ukrainiennes ont décidé de ne pas permettre la poursuite du transit du gaz russe via leur territoire vers l'Union européenne. Ce faisant, elles perdent de l'argent, elles perdent des droits de transit, à peu près 800 millions de dollars par an ces derniers temps, mais la Russie perd plus, elle perd à peu près 5 milliards de dollars par an d'exportation de gaz russe par ce gazoduc via l'Ukraine qui maintenant ne fonctionne plus. Cette situation impliquerait-elle, Monsieur Ouassrine, est-ce qu'elle impliquerait que le gaz russe prendrait d'autres tracés pour arriver en Europe? Oui, juste rappeler un peu le contexte. La Russie a été pendant de longues années, pendant 5 à 6 décennies, même en période de guerre froide, le principal fournisseur de l'Union européenne. Oui. 1, pour question de proximité, 2, pour question de prix. Et ça, je pense, c'est très important. Et les premiers contrats de ravitaillement de gaz naturel à l'Europe dataient déjà de 1969. Le premier client, c'était l'Italie, puis l'Autriche, puis l'Allemagne, et puis la France en 1976. Donc déjà, c'est de longue date.
comme j'ai dit, parce qu'il y a la proximité, la facilité de transporter du gaz naturel via les gazoducs et les oléoducs. Après, au fil des années, cette emprise russe sur la fourniture d'un élément clé de la sécurité énergétique de l'Europe s'est transformée en un élément très important de la géopolitique russe vis-à-vis de ses partenaires européens. Donc, pour l'Europe, ayant trouvé une source moins chère et plus abondante, il n'allait pas chercher d'autres alternatives autres que le gaz russe qui était auprès. Il y a des conditions tarifaires qui sont très intéressantes. Mais avec le fil des années, comme j'ai dit, ça devenait un élément plus d'une géopolitique russe qu'un élément économique en lui-même. Maintenant, la situation, comme le professeur a dit, donc le contrat expiré en fin 2024. L'Ukraine avait déjà avisé en septembre 2024 qu'il n'allait pas reconduire le contrat. Je pense qu'il n'a pas fait d'elle-même, il l'a fait bien sûr en concertation avec ses alliés européens, parce que ce sont ses premiers fournisseurs d'armes de l'autre côté de la guerre qu'il mène avec la Russie. Donc à mon avis, ce n'est pas un acte isolé, c'est en concertation avec les partenaires européens pour leur permettre, pour leur donner le temps de préparer une alternative à leur approvisionnement en gaz. L'Union européenne, en 2022 déjà, a pris des initiatives pour pouvoir assurer à l'ensemble de ses membres des alternatives sûres pour l'approvisionnement en gaz. C'est pour cette raison qu'on a eu des multiplications des stations de réception du gaz naturel liquéfié qui allaient constituer une alternative pour le gaz russe, notamment le gaz américain, et puis le gaz qatari également, et puis le gaz australien. Donc, toutes ces sources aujourd'hui ont très bien fonctionné depuis 2022. Gaz liquéfié. Le gaz liquéfié, qui est bien sûr un peu plus cher que les gaz naturels qui étaient importés de la Russie. Mais que représente aujourd'hui, parce que les chiffres, ça dépend, il y a des chiffres de la Commission européenne, d'autres chiffres, d'autres sources. Que représente aujourd'hui le gaz russe en termes de besoins européens, en termes de consommation, tout simplement européenne? Le marché global du marché européen est aux alentours de 340 milliards de mètres cubes par année, oui. Plus ou moins à quelques chiffres, à quelques dizaines de mètres cubes près. Avant la crise, notamment via l'Ukraine, transite aux alentours de 40 milliards de mètres cubes par an. Aujourd'hui, en 2023, à peine 14 milliards qui ont transité. D'ailleurs, le dernier gazoduc qui a été fermé par l'Ukraine était parce qu'il en avait deux, c'était le seul qui restait qui a transporté 14 milliards. Aujourd'hui, on estime que la quote-part du gaz russe sur l'approvisionnement en Europe est tombée jusqu'à 8% en 2024. En moyenne. Parce qu'il y a des pays qui apportent plus que d'autres. Tout à fait, parce qu'il y a encore du gaz russe qui transite par Turkstream, qui est notamment pour les pays enclavés qui n'ont pas accès à la mer et puis qui n'ont pas la possibilité d'avoir d'autres sources autres que le gaz russe, notamment la Slovaquie, notamment la Hongrie. Ces pays-là continuent à acheter du gaz russe via Turkstream. Et puis, bien sûr, juste un élément, c'est que l'Union européenne a essayé de chercher d'autres alternatives, notamment en Asie centrale, l'Ouzbékistan, le Turkménistan et l'Azerbaïdjan. Tous ces gens-là vont construire, ou déjà il y a des gazoducs qui existent, pour se connecter au Turkstream pour pouvoir amener le gaz vers l'Union européenne. Justement, j'allais interpeller le professeur Perrin sur l'avenir et que signifierait justement cette fin de l'approvisionnement via l'Ukraine pour le gazoduc du Turkstream. Aussi, est-ce que ce sera suffisant pour répondre aux besoins des Européens demain ? Le sujet dont nous parlons est effectivement un sujet, bien sûr, économique, énergétique, puisque nous parlons de gaz naturel, mais aussi et surtout un sujet géopolitique. Depuis la guerre en Ukraine, fin février 2022, le monde a changé, et pas seulement le monde en Europe. Les Européens, l'Union européenne, donc 27 pays, l'Union européenne a pris la décision, au printemps 2022, de se passer complètement du gaz russe à l'horizon 2027, donc dans un délai de 5 ans. Et ce délai a commencé à courir. Donc ça veut dire que le Turkstream a deux utilités. Il fournit du gaz russe à la Turquie qui ne fait pas partie de l'Union européenne, qui n'a pas de sanctions contre la Russie. Donc la Turquie va continuer à importer du gaz russe via le Turkstream
pour ses besoins domestiques, qui sont importants. C'est un pays de plus de 80 millions d'habitants, qui a une croissance, un développement économique. Mais l'autre partie du gaz transporté par le Turk Stream, c'était pour l'Union européenne. Et clairement, entre maintenant, début 2025 et 2027 au plus tard, il n'y aura plus de gaz russe qui passera par le Turk Stream, qui transitera par la Turquie pour aller vers l'Europe. Comme votre autre invité vient de le rappeler, l'Ukraine avait prévenu ses alliés européens qu'elle ne prolongerait pas l'accord de transit au-delà du 31 décembre 2024. Donc ce n'est pas une décision qui est arrivée tout d'un coup le 1er janvier 2025. Les pays européens le savaient et s'y préparaient, avec notamment des approvisionnements accrus de gaz naturel liquéfié, le fameux GNL, comme votre autre invité vient de le rappeler. Donc l'Union européenne était au courant et de toute façon avait pris la décision elle-même, à 27, de se passer complètement du gaz russe dans les années qui viennent. Par conséquent, il y a des plans pour remplacer les volumes qui ne seront plus acheminés par ce gazoduc. En 2024, ce gazoduc 2023-2024, ce gazoduc a transporté à peu près 15 milliards, un peu moins de mètres cubes de gaz par an. C'est le chiffre que vous avez donné il y a quelques minutes. 15 milliards de mètres cubes de gaz par an sur une consommation, également votre invité l'a rappelé, européenne, de plus de 300 milliards de mètres cubes par an. Ça se remplace sans problème, surtout si on est averti. Si ça vient du jour au lendemain, mais ce n'était évidemment pas le cas, on peut avoir un problème de court terme ou de moyen terme. Donc, il y aura plus d'importations de gaz naturel liquéfié venant de différents pays du monde. Dans certains cas, il y aura plus d'importations de gaz transporté par gazoduc, mais c'est plus marginal, Norvège, Azerbaïdjan. Et puis, il ne faut pas oublier que la consommation gazière de l'Union européenne baisse depuis 2022. Un moyen d'être moins dépendant des importations de gaz russe, c'est évidemment d'aller chercher du gaz ailleurs qu'en Russie. Un autre moyen, c'est de moins consommer de gaz. Si on consomme moins de gaz, on a moins besoin d'en importer de la Russie. Et c'est ce qu'a fait l'Union européenne depuis 2022. On a eu une forte chute de la consommation gazière totale des 27 pays membres de l'Union européenne. Donc pas de problème en termes de quantité. C'est un sujet qui est réglable parce qu'il était anticipé. Comme vous l'avez rappelé au début de l'émission, une tension sur les prix. Quand on regarde le marché européen, donc TTF, c'est un marché aux Pays-Bas, un marché de gros, ce n'est pas les prix que paie le consommateur final, mais c'est représentatif des tendances. Entre la mi-décembre et aujourd'hui, le prix du gaz sur ce marché, le prix de gros, est passé d'environ 40 à 50 euros par mégawattheure. Donc une augmentation significative en 15 jours, les 15 derniers jours de l'année 2024, mais on est loin des prix très très élevés, des prix records que l'on a eu en 2022. Donc tout ceci est également gérable, mais avec un coût d'approvisionnement supplémentaire. Cela impliquerait aussi donc un coût au final pour le consommateur qui risque d'augmenter. Qu'en est-il du marché du GNL, du gaz liquéfié, l'Albi Waskin, d'autant plus que si l'Europe décide d'augmenter ses importations de gaz naturel liquéfié, eh bien cela aura certainement un impact sur les prix de ce dernier. Ça tombe très bien, juste à titre anecdotique, mais très révélateur. Donald Trump, le 20 décembre, a écrit, comme il a l'habitude d'écrire des tweets via son réseau social, en demandant à l'Europe d'acheter plus de gaz naturel américain et plus de pétrole américain. Sinon, il va appliquer le premier jour de son investiture des tarifs douaniers sur l'Union européenne, étant donné qu'il y a un déséquilibre sur la balance commerciale entre les deux entités de à peu près 200 milliards de dollars. Donc, voilà déjà un signe fort qui est donné que l'Europe devra acheter plus du gaz naturel liquéfié des États-Unis. Donc déjà, voici un moyen de pression supplémentaire que Trump va exercer sur l'Europe pour acheter plus de son gaz naturel liquéfié. Globalement, une fois ce volume qui était destiné à l'Europe, en principe, devra trouver d'autres acheteurs via différents... Mais l'Europe continue d'acheter du gaz naturel liquéfié russe. Bien sûr, bien sûr. Si on arrêtait les gazoducs, ce n'est pas le seul moyen de faire acheminer du gaz. C'est pour ça que je parlais du tracé aussi. Tout à fait. Est-ce que cela ne passe pas, malgré les sanctions, par des intermédiaires? Et quand on parle d'intermédiaires, on ne parle pas d'entreprises, mais on parle de pays. Non, parce que... dont les États-Unis, selon certains observateurs. À l'heure d'aujourd'hui, il n'est pas interdit d'acheter du gaz russe. Ce n'est qu'en 2027 qu'il y aura une interdiction d'acheter du gaz russe. Mais aujourd'hui, les pays sont libres d'acheter du gaz russe. D'ailleurs, les autres membres le font.
ce qui pose problème aujourd'hui, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que l'Ukraine a arrêté un gazoduc. Mais le gaz naturel liquéfié, les États peuvent, l'Espagne continue à en acheter, la France continue à en acheter, parce qu'il est disponible sur le marché, parce qu'il a un besoin également pour compenser le manque du volume transporté par viaduc. Je disais que ce volume qui était disponible aujourd'hui, qui allait transiter par l'Ukraine, allait certainement être placé soit sous forme liquéfiée, soit pour les marchés asiatiques, notamment la Chine ou le Japon, soit directement, soit via des traders d'une manière indirecte. Mais juste pour le moment, les prix sont restés stables. Jusqu'à quand, selon vous? Je ne sais pas, ça dépendra effectivement. Si l'hiver devient rude sur les deux prochains mois et que la demande monte en flèche, mais a priori les stocks, d'après les dernières statistiques de l'Union européenne, ils sont remplis jusqu'à 75%, ce qui, a priori, ce qui leur réconforte quant à faire face aux besoins pour l'hiver jusqu'à février-mars. Mais l'Europe a du mal à parvenir à un consensus concernant les sanctions contre la Russie. Francis Perrin, notamment à cause et en raison de ce veto hongrois. Aujourd'hui, clairement, l'Union européenne, et surtout que le conflit stagne, est plus divisée que jamais. Quel impact sur justement sur l'énergie déjà et sur la capacité à parler d'une seule voix en ce qui concerne un sujet qui reste critique, crucial, majeur, plus pour certains pays que d'autres? Alors, l'Union européenne est souvent divisée, malheureusement de mon point de vue. Cela dit, sur ce sujet, elle n'est quand même pas énormément divisée. Les sanctions contre la Russie supposent l'unanimité des 27 pays membres de l'UE, ce qui est très difficile comme condition. Pourtant, au printemps 2022, l'Union européenne a décidé, donc sans aucune opposition, y compris de la Hongrie, de la Slovaquie et de quelques autres pays, de se passer complètement de toutes les énergies fossiles venant de Russie, pétrole, charbon, gaz naturel, soit très rapidement été 2022 pour le charbon, soit fin 2022, début 2023 pour le pétrole, pas à 100% mais à 90%, et complètement pour le gaz naturel à l'horizon 2027. Ces décisions ont été prises sans aucune opposition, même celle de M. Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, qui, comme on le sait, c'est de notoriété publique, est un grand ami entre guillemets, de M. Vladimir Poutine. Si on va parler de GNL, il faudra des structures pour accueillir ce GNL et le transformer et le liquéfier. Est-ce que l'Europe est outillée aujourd'hui, 3 ans après le début du conflit, et donc le changement de la stratégie énergétique / gazière des Européens, est-ce qu'il y a cette flexibilité-là, Albi Wasseri? Et aujourd'hui, il est là. Parce qu'en 2022, l'Union européenne avait lancé un plan qui s'appelait Repower European Union, Repower EU, c'est-à-dire redonner un peu de l'énergie à l'Union européenne. Ce plan contenait plusieurs facettes, notamment sur la demande, en faisant baisser la consommation d'énergie, comme notre ami l'a dit. Et d'ailleurs, il a baissé notamment la demande de gaz naturel à peu près 12 et 13%. Et puis, agir sur l'économie de l'énergie également, ça c'est très important. Et puis, investir sur d'autres infrastructures pour pouvoir recevoir le gaz naturel liquéfié. À titre d'exemple, l'Allemagne n'avait aucune station, aucune installation pour pouvoir reliquéfier le gaz. Avec cette crise, ça lui a permis, il est en train d'investir sur 3. Il avait acquis deux stations flottantes à titre provisoire de la Corée du Sud. Il est en train d'investir sur 3. D'ailleurs, à partir de là qu'il a cheminé une partie du gaz consommé aujourd'hui en Allemagne. Les autres pays, notamment la France et l'Espagne, on avait. L'Angleterre, la Grande-Bretagne, on avait. L'Italie, on avait. Mais les autres pays, notamment la Pologne et l'Allemagne, ont beaucoup investi sur la partie, effectivement, infrastructure gazière, avec des terminaux pour pouvoir regazifier la partie GNL. D'accord. Et si, vu que nous sommes à la veille aussi de l'investiture de M. Trump, un Trump de retour à la Maison-Blanche et puis ce conflit qui s'enlise, Francis Perrin, est-ce que cela signifie que
c'est vraiment la fin de l'ère du gaz russe en Europe, même si les deux pays parviennent à une paix. Du fait de la guerre en Ukraine depuis fin février 2022, les exportations de gaz russe ont chuté, puisque l'Europe était son principal marché de façon historique depuis des dizaines d'années, nous l'avons rappelé dans votre émission. La production de gaz russe a chuté, et en 2023, le géant russe et mondial du gaz, Gazprom, a essuyé une perte financière importante, la première depuis 1999 pour ce géant gazier. Donc clairement, le gaz russe a subi le contre-coup géopolitique de la guerre en Ukraine et des décisions. Mais si la guerre prend fin, si la guerre prend fin, est-ce que le gaz russe reprendrait son chemin vers les pays européens? Alors, votre phrase est importante, mais elle commence par un si. Et le si n'est pas rien dans cette affaire. Ben on le souhaite. Alors certes, M. Trump a expliqué qu'il allait régler la guerre en 24 heures, mais évidemment, personne n'y croit. Mais bon, il y aura, toute guerre a une fin, bien sûr. Est-ce que ce sera grâce à M. Trump en 2025, très rapidement, comme il le pense, ou un peu plus lentement? Nous verrons. Mais plaçons-nous dans cette hypothèse-là, qui n'est pas du tout certaine. Est-ce qu'on reviendra à avant? Non. Les Européens ont été chercher du gaz ailleurs qu'en Russie. Ils ont signé des contrats avec d'autres fournisseurs, États-Unis, Qatar, Norvège, Azerbaïdjan, Algérie, des pays africains, d'Afrique subsaharienne, etc. Quand vous signez des contrats pour le gaz, vous devez acheter ce gaz, vous êtes engagé, vous avez une contrainte juridique. Vous n'allez pas ensuite re-signer des contrats pour acheter du gaz russe, alors que vous avez signé des contrats pour aller faire venir du gaz d'ailleurs. Et par ailleurs, la fin de la guerre en Ukraine ne voudrait pas forcément dire la fin des sanctions occidentales contre la Russie. Ça ne va pas forcément dans ce sens-là, parce que si la guerre se termine, mettons en 2025, sous pression de M. Trump, la Russie continuera à occuper une partie du territoire ukrainien, de l'ordre d'un peu moins de 20% si la guerre et si la situation était gelée au jour d'aujourd'hui. Les Occidentaux ne vont pas forcément dire à M. Poutine, eh bien écoutez, puisque M. Trump a fait qu'il y ait un accord de paix ou une trêve ou un cessez-le-feu, nous verrons, eh bien nous repartons comme avant, nous redevenons de bons amis, nous continuons à devenir dépendants comme avant du gaz et des énergies fossiles venant de Russie. Pas du tout. Ce n'est pas la fin de l'histoire, même s'il y avait un arrêt des hostilités sur le front ukrainien en 2025 sous forte pression américaine. Donc le gaz russe en Europe, c'est largement fini parce que déjà les importations ont beaucoup chuté. Ces importations ont été remplacées par des importations notamment de GNL venant d'autres pays avec des contrats qui ont une certaine durée, donc on ne peut pas les mettre à la poubelle et recommencer à importer du gaz russe dès demain en 2025, et qu'ensuite une éventuelle trêve dans le conflit ne signifie pas la fin des sanctions contre la Russie, y compris des sanctions énergétiques. Avec le régime de M. Poutine, les Européens ont quand même fini par comprendre en 2022 qu'il n'était pas forcément très sage géopolitiquement d'être trop dépendant pour ces importations de gaz, de pétrole et de charbon d'un pays qui peut leur poser quelques petits problèmes, entre guillemets, géopolitiques. Exact. Et socio-économique aussi. Oui. Moi, je pense qu'il y aura du gaz russe après la fin de la guerre, mais pas au même niveau qu'avant. Parce que après, comme j'en ai parlé tout à l'heure, Trump va imposer à l'Europe d'acheter plus de gaz. Est-ce que substituer une hégémonie russe sur le marché par une hégémonie américaine sur le marché européen? C'est ça l'idée de M. Trump. C'est imposer les achats massifs de gaz naturel américain aux Européens. Donc aujourd'hui, ils sont déjà à 20% des importations actuelles du gaz GNL américain. S'ils montent, ils vont encore aller jusqu'à 30-40%. C'était la même situation avec la Russie avant. Sur le plan stratégique, à mon avis, l'Europe ne va pas accepter ça. Mais peut-être accepter qu'il y aura du gaz russe à des niveaux beaucoup plus bas que ce qui était par avant, à mon avis, parce qu'il y a quand même une vérité économique pour les entreprises européennes. Là, il a qu'à donner l'exemple allemand. Il est presque en récession, parce qu'un des facteurs clés qui ont fait le boom économique allemand, c'était le gaz russe, c'était l'accès
à l'énergie à faible coût qui était livrée par la Russie. Et aujourd'hui, à mon avis, suite à cela, des pressions économiques ou des consommateurs même européens, il y aura peut-être une vision de laisser une porte ouverte pour le gaz russe sur le marché européen. Mais toujours pas au même niveau, mais à un niveau moindre. On en saura plus après ce 20 janvier et après ce premier, pour utiliser l'anglicisme, move du président élu, Donald Trump, qui revient donc à la Maison-Blanche à partir du 20 janvier. Merci beaucoup, Lalbi Wasrine. Merci d'avoir enrichi ce débat ce soir. Et bien, naturellement, je réitère mes remerciements à vous également, Francis Perra, pour ce débat passionnant. Merci beaucoup de votre invitation. Merci. Voilà, c'est la fin de cette émission. Très bonne soirée à tous.